Je venais de signer un contrat de 6e euros. Mais quand ma sœur m'a poussé dans les escaliers, mes parents ont dit que je le méritais. Venu se moquer de moi à l'hôpital, ma famille a vu qui était à mes côtés. Mon père a hurlé, « Oh mon Dieu, c'est... » Bonjour, je m'appelle Amélie et je viens d'avoir 27 ans le mois dernier. Le jour où tout a changé. Je venais de signer un contrat de 6 millions d'euros avec les Lions de Lyon. J'étais au sommet du monde, prête à partager mon succès avec ma famille malgré notre relation compliquée. Je ne m'attendais jamais à ce que ma sœur Valérie me pousse dans les escaliers par jalousie. Je n'aurais certainement jamais pensé me réveiller seul dans un lit d'hôpital, abandonné par mon propre sang. J'ai grandi dans un quartier de classe moyenne à Bordeaux avec mes parents Christian et Sylvie, ma sœur aînée Valérie qui a 32 ans, et mon jeune frère Noé, qui a 23 ans. De l'extérieur, nous ressemblions à la famille française parfaite. Mais les apparences peuvent être trompeuses. D'aussi loin que je me souvienne, il y a toujours eu une hiérarchie tacite dans notre foyer. Valérie était l'enfant en or. Noé était le bébé de la famille. Et j'étais quelque part entre les deux, souvent oublié ou négligé. Mes parents assistaient à chacun des récitals de piano et des expositions d'art de Valérie, louant ses talents médiocres, comme si elle était destinée à la grandeur. Pendant ce temps, mes matchs de basket étaient un inconvénient, quelque chose auquel il n'assistait que s'il n'y avait rien de mieux à faire ce jour-là. Le basket n'est pas un vrai projet de carrière pour une fille, disait mon père avec dédain chaque fois que je mentionnais mes rêves. Tu devrais te concentrer sur quelque chose de pratique comme ta sœur. Valérie savait qu'elle avait ce pouvoir sur moi, le soutien inconditionnel de nos parents, et elle s'en servait comme d'une arme. Quand nous étions plus jeunes, elle cassait ses propres affaires et m'en accusait, ce qui entraînait ma punition. En grandissant, ses tactiques sont devenues plus sophistiquées, plus manipulatrices. Elle faisait des commentaires désobligeants sur mon apparence quand des amis venaient à la maison ou oubliaient commodément de me parler des projets familiaux. « Oh, maman ne t'a pas dit qu'on dînait chez grand-mère ce soir ? » Je pensais que tout le monde le savait, disait-elle avec une fausse innocence, sachant très bien qu'elle était censée me transmettre le message. À 16 ans, j'ai réalisé que si je voulais quelque chose dans la vie, je devrais travailler pour l'obtenir moi-même. J'ai trouvé un travail à l'épicerie du coin, remplissant les étagères après l'école et les week-ends. J'ai économisé chaque centime, sachant que mes parents donneraient la priorité au fonds universitaire de Valérie plutôt qu'au mien. Alors qu'ils payaient pour qu'elle fréquente une école d'art coûteuse à Paris, j'ai postulé pour des bourses et j'ai cumulé plusieurs emplois pour financer mes études à l'université publique. Le basket était mon évasion, ma passion, et finalement mon billet de sortie. Je m'entraînais pendant des heures après l'école, souvent seul sur le terrain communautaire, perfectionnant ma technique à travers d'innombrables exercices. Quand il pleuvait, j'étais toujours là. L'eau rendait le ballon glissant et difficile à contrôler. Mais je n'ai jamais abandonné. Le son du ballon frappant le bitume mouillé, le grincement de mes chaussures sur le terrain, le swish du filet quand je réussissais un tir parfait. C'est devenu la bande-son de ma détermination. C'est lors d'une de ces séances d'entraînement solitaire sous la pluie que le coach Sophie m'a remarqué pour la première fois. Elle avait 42 ans, dure comme fer, avec le genre d'attitude pragmatique qui commandait le respect. Elle s'est garée dans sa vieille berline bleue, a baissé la vitre et m'a observé pendant 20 bonnes minutes avant de s'approcher. « Tu as un talent naturel », a-t-elle dit, non pas comme un compliment, mais comme une simple déclaration de fait, mais le talent sans discipline est inutile. Si tu es prête à travailler plus dur que tu ne l'as jamais fait dans ta vie, je peux t'aider à transformer cette capacité brute en quelque chose de spécial. Sophie est devenue plus que mon coach. Elle est devenue la figure maternelle que j'avais toujours désirée. Elle m'a poussé dans mes retranchements, a cru en moi quand je ne croyais pas en moi-même, et n'a jamais traité mes rêves comme autre chose que des objectifs réalisables. Sous sa direction, je suis passé d'une joueuse talentueuse mais peu concentrée à une athlète disciplinée avec un réel potentiel. Des recruteurs universitaires ont commencé à assister à mes matchs pendant ma dernière année de lycée. J'ai reçu plusieurs offres de bourse et j'en ai accepté une d'une université réputée pour son programme de basket féminin. Mes parents ont à peine reconnu cet accomplissement. Je suppose que ça nous fera économiser de l'argent, a commenté ma mère quand je leur ai montré ma lettre de bourse, comme si c'était la seule valeur de ce que j'avais accompli. C'est à l'université que j'ai rencontré Marc. Il était en première année de droit quand nous nous sommes littéralement rentrés dedans au café du campus. Je me dépêchais pour aller à l'entraînement. Il était plongé dans un manuel de droit constitutionnel, et notre collision a fait que ma boisson pour sportif s'est renversée sur ses notes.
Je m'attendais à de la colère, mais j'ai eu droit à un sourire qui a fait battre mon cœur la chamade. Maintenant, j'ai une excuse pour les réécrire, a-t-il plaisanté, montrant les pages tachées de violet. Honnêtement, je cherchais n'importe quelle raison pour faire une pause. Marc était différent de tous ceux que j'avais rencontrés. Il venait d'une famille aimante et solidaire, et ne pouvait pas comprendre la dynamique que je décrivais avec la mienne. Il écoutait souvent avec incrédulité quand je racontais des histoires de mon enfance. Ce n'est pas normal, Amélie, disait-il. Les familles sont censées se soutenir, s'élever mutuellement, pas se détruire. Avec le soutien émotionnel de Marc et les conseils continus de Sophie, je me suis épanoui à l'université. Je suis devenu une joueuse vedette, battant plusieurs records de l'école et attirant l'attention des recruteurs professionnels. Mon diplôme en gestion du sport m'a donné un plan de secours, mais mon cœur était fixé sur une carrière professionnelle. Pendant ce temps, ma famille continuait son schéma d'indifférence. Ils ont assisté à exactement 2 de mes matchs universitaires en 4 ans. Valérie était revenue à la maison après avoir échoué à percer en tant qu'artiste à Paris et travaillait dans une galerie locale, se plaignant constamment de ne pas être appréciée à sa juste valeur. Noé suivait les traces de mon père, étudiant le commerce et montrant déjà des signes d'adoption de leur attitude dédaigneuse envers mon choix de carrière. Malgré leur manque de soutien, je suis resté déterminé à réussir, non pas pour leur prouver qu'ils avaient tort, mais pour me prouver à moi-même que j'étais digne du rêve que je poursuivais depuis si longtemps. Chaque rejet, chaque commentaire dédaigneux, chaque match manqué n'a fait qu'alimenter ma détermination. Je réussirais avec ou sans eux. Et alors que j'entrais dans ma dernière année d'université, avec des recruteurs professionnels assistant régulièrement à mes matchs et mon nom étant mentionné dans les conversations sur la prochaine génération de stars du basket féminin, j'ai commencé à croire que toutes ces années de travail acharné, tous ces jours de pluie sur le terrain, tous ces matins tôt et ces nuits tardives d'entraînement allaient enfin payer. Ce que je ne savais pas alors, c'est que mon plus grand défi ne viendrait pas du terrain, mais des personnes qui étaient censées m'aimer le plus. Les personnes qui partageaient mon sang, mais pas mes rêves. Les personnes qui préféraient me voir échouer plutôt que réussir selon mes propres termes. Le match qui a tout changé a eu lieu lors du championnat universitaire national. Nous étions menés de 2 points avec 10 secondes à jouer. Le ballon m'est parvenu à la ligne des 3 points, et le temps a semblé ralentir. Je pouvais voir chaque option, la position de chaque joueuse, comme si le terrain était soudainement devenu un échiquier, et que je pouvais anticiper chaque mouvement possible. J'ai feinté une passe à ma coéquipière à droite, pivoté à gauche, et me suis lancé dans un tir en suspension juste au moment où la sirène a retenti. Le ballon a décrit un arc dans les airs, et toute l'arène est tombée dans le silence. Quand il a fait le swish en passant à travers le filet, la foule a explosé dans un rugissement que j'entends encore dans mes rêves. Nous avions gagné le championnat, et j'avais marqué le panier de la victoire. Ce moment a été capturé par des dizaines de caméras, rediffusées sur les chaînes sportives du pays. Et soudain, mon nom était sur toutes les lèvres. 3 recruteurs m'ont approché après le match, carte de visite tendue, promesse d'un avenir brillant flottant dans l'air entre nous. Le plus insistant était celui des Lions de Lyon, une équipe qui avait eu des difficultés ces dernières saisons et cherchait de nouveaux talents pour revitaliser son effectif. Leur offre initiale était bonne, mais Marc, qui venait de réussir l'examen du barreau et travaillait dans un cabinet d'avocats spécialisé dans le sport, m'a conseillé de négocier. Ils te veulent plus qu'ils ne le laissent paraître, a-t-il dit en examinant les termes du contrat. Ce n'est que leur position de départ. Nous pouvons pousser pour de meilleures conditions. Les négociations se sont étendues sur 3 mois, avec des offres et des contre-offres allant et venant. Chaque fois que les Lions revenaient avec une nouvelle proposition, Marc l'étudiait attentivement, soulignant les domaines où nous pouvions encore améliorer les termes. C'était une période stressante, remplie d'incertitudes et de doutes. Et s'il retire complètement l'offre ? Ai-je demandé à Marc une nuit, l'anxiété me tenant éveillé. Et si je pousse trop fort et qu'il décide que je n'en vaux pas la peine ? Ils ne partiront pas, m'a-t-il assuré, sa confiance inébranlable. Tu es la meilleure recrue potentielle de cette saison. Ils ont plus besoin de toi que tu n'as besoin d'eux. Le coach Sophie a été tout aussi encourageante pendant cette période. Elle avait des relations dans la ligue professionnelle et n'arrêtait pas de me rassurer sur le fait que l'intérêt de Lyon était sincère. Ils construisent leur stratégie autour de toi, m'a-t-elle dit. Ils ont déjà commencé à concevoir des schémas de jeu qui mettront en valeur tes points forts. Fais-moi confiance, ils ne vont nulle part. Finalement, après ce qui a semblé une éternité d'aller-retour, nous sommes parvenus à un accord. 6 millions d'euros sur 3 ans,
avec des bonus de performance pouvant potentiellement ajouter 2 millions de plus. C'était plus que ce que j'avais jamais osé rêver. Une validation de chaque sacrifice, de chaque heure d'entraînement, de chaque moment de doute que j'avais surmonté. Le jour où j'ai signé le contrat était surréaliste. Le président de l'équipe, Charles Moreau, une légende dans le monde du basket, m'a personnellement accueilli chez les Lions de Lyon. Les flashs des appareils photo crépitaient pendant que nous nous serrions la main, et j'ai eu du mal à garder mon sang-froid, à ne pas laisser les larmes de joie et de soulagement couler devant toutes ces personnes importantes. Bienvenue dans la famille, Amélie, a dit Charles, sa poignée de main ferme, son sourire sincère. Nous pensons que tu vas aider cette équipe à remporter le championnat. En sortant du siège des Lions, contrat signé et avenir assuré, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions. La fierté de ce que j'avais accompli, l'excitation pour ce qui m'attendait, mais aussi une tristesse persistante de n'avoir personne de ma vraie famille avec qui partager ce moment. Malgré des années de négligence et de dédain, une partie de moi aspirait encore à leur approbation, à leur reconnaissance. Et dans ce moment de triomphe, j'ai pris une décision qui allait finalement changer le cours de ma vie d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper. J'ai décidé de rentrer chez moi et de partager ma nouvelle avec ma famille, en espérant que peut-être cet accomplissement, ce succès indéniable, les ferait enfin me voir. Avant de me rendre à Bordeaux, j'ai appelé Marc en visio depuis ma chambre d'hôtel. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» a-t-il demandé, l'inquiétude évidente dans sa voix. « Tu sais comment ils sont. Je ne veux pas qu'ils gâchent ce moment pour toi. » « Je dois essayer, ai-je dit. Peut-être que cette fois, ce sera différent. Peut-être que maintenant, ils seront enfin fiers de moi. Rappelle-toi juste que quoi qu'il arrive, c'est ton accomplissement. Personne ne peut te l'enlever. Et je suis incroyablement fier de toi, Amélie. Ces mots m'ont réchauffé le cœur. Mais je sentais toujours cette attraction, ce besoin de partager mon succès avec les gens qui me connaissaient depuis le plus longtemps, même s'ils ne m'avaient jamais vraiment vu. Je me suis arrêté dans plusieurs magasins avant de me rendre chez mes parents, choisissant des cadeaux attentionnés pour chaque membre de la famille. Pour mon père, une montre chère qu'il convoitait depuis des années. Pour ma mère, un sac à main de créateur de sa marque préférée. Pour Valérie, un collier d'un créateur de bijoux à la mode. Pour Noé, la dernière console de jeux dont il parlait. Dans mon esprit, j'imaginais leur réaction, leur surprise et leur joie. Pas seulement pour les cadeaux, mais pour la nouvelle que moi, la cadette négligée, avais accompli quelque chose d'extraordinaire. Peut-être que maintenant ils verraient que mon chemin, bien que différent de ce qu'ils avaient envisagé pour moi, était valable et digne de respect. En conduisant vers la maison où j'avais grandi, l'espoir et l'anxiété se livraient bataille dans ma poitrine. Je répétais ce que j'allais dire, comment j'allais leur parler du contrat, de l'avenir qui s'ouvrait devant moi. J'imaginais des câlins, des félicitations, peut-être même un dîner de célébration en famille. Ce que je ne pouvais pas imaginer, ce que je n'ai jamais vu venir, c'était la jalousie, le ressentiment et la violence qui accueilleraient mon succès. En me garant dans l'allée de la maison de mon enfance, je n'avais aucune idée que j'étais sur le point de vivre la plus sombre trahison de ma vie, aux mains des personnes qui auraient dû m'aimer le plus. L'odeur familière du pot pourri à la cannelle de ma mère m'a frappé en ouvrant la porte d'entrée. La maison était exactement la même que toujours, des photos de famille alignées sur le mur de l'escalier aux meubles usés mais propres du salon. Pendant un instant, la nostalgie m'a envahi. Des souvenirs de moments d'enfance où les choses étaient plus simples, avant que la dynamique familiale ne se solidifie dans son schéma toxique actuel. « Bonjour », ai-je appelé, posant les sacs de courses remplis de cadeaux. « Il y a quelqu'un » Ma mère est sortie de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. Son expression est passée de la surprise à un sourire forcé quand elle m'a vu. « Amélie, on ne t'attendait pas », a-t-elle dit, son ton indiquant clairement que ma visite impromptue était un inconvénient. « Je voulais vous faire une surprise à tous », ai-je répondu, essayant de garder ma voix légère, ne laissant pas son accueil tiède gâcher mon enthousiasme. « Tout le monde est là. Ton père regarde la télévision dans le bureau. Valérie et Noé ne devraient pas tarder. » Elle a jeté un coup d'œil au sac de courses. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ? » Juste des cadeaux. J'ai de bonnes nouvelles et je voulais les partager avec tout le monde. Mon père est apparu dans l'embrasure de la porte, la télécommande toujours à la main, l'air légèrement agacé d'avoir sa routine du soir interrompue. « Amélie » a-t-il reconnu d'un signe de tête. « Qu'est-ce qui t'amène ?» Avant que je puisse répondre, la porte d'entrée s'est ouverte et Valérie est entrée, suivie de près par Noé.
Les yeux de Valérie se sont rétrécis en me voyant, tandis que Noé a au moins réussi un petit sourire. Réunion de famille, a dit Valérie sarcastiquement, jetant ses clés sur la table d'appoint. Quelle est l'occasion? J'ai quelque chose à vous dire, ai-je dit, le cœur battant d'un mélange d'excitation et d'appréhension. On peut s'asseoir ensemble quelques minutes. Nous nous sommes réunis dans le salon, un silence inconfortable s'installant entre nous. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à partager ma nouvelle. Je viens de signer un contrat avec les Lions de Lyon, ai-je annoncé, incapable de cacher la fierté dans ma voix. 6 millions d'euros sur 3 ans avec des bonus de performance. Le silence qui a suivi était assourdissant. Les sourcils de mon père se sont légèrement haussés, le premier signe de véritable surprise que j'avais vu de sa part depuis des années. La bouche de ma mère s'est ouverte et fermée comme si elle cherchait ses mots. Noé avait l'air vraiment impressionné, tandis que le visage de Valérie était devenu complètement immobile, ses jointures blanches là où elle serrait son sac à main. 6 millions d'euros, a finalement dit mon père, l'incrédulité évidente dans sa voix. Oui, ai-je confirmé, attrapant l'un des sacs de course. Et je voulais fêter ça avec vous tous. J'ai apporté des cadeaux. Des cadeaux, a répété ma mère, ses yeux maintenant fixés sur les sacs. J'ai commencé à distribuer les présents, expliquant chaque choix en les tendant. Mon père a examiné la montre avec un mélange d'appréciation et d'autre chose, quelque chose qui ressemblait presque à du ressentiment. Ma mère a passé ses doigts sur le cuir souple du sac de créateur, son expression illisible. Noé était sincèrement ravi de la console de jeu, vérifiant immédiatement ses fonctionnalités. Et puis il y avait Valérie. Elle a ouvert la boîte à bijoux, regardant lentement le collier à l'intérieur sans le toucher. Je me suis souvenu que tu admirais ce créateur quand nous avons vu sa collection dans un magazine l'année dernière, ai-je expliqué, espérant voir un adoucissement dans son expression. Au lieu de cela, elle a refermé la boîte et l'a posée sur la table basse avec un soin délibéré. Comme c'est gentil de ta part de jeter ton argent par les fenêtres, a-t-elle dit, sa voix suintant le dédain. Ça doit faire du bien de se la jouer comme ça. Valérie, a dit ma mère sans conviction. Mais il n'y avait pas de véritable reproche dans son ton. Non, maman, soyons honnêtes pour une fois, a poursuivi Valérie, sa voix s'élevant. La petite Amélie revient après avoir signé un gros contrat sportif et pense qu'elle peut acheter notre approbation avec des cadeaux chers. C'est bien ça? J'ai senti mon visage rougir de honte et de blessure. Ce n'est pas ce que j'essayais de faire. Je voulais juste partager mon bonheur avec vous. Ton bonheur, a répété Valérie d'un ton moqueur, parce que tout tourne toujours autour de toi, n'est-ce pas? Même quand tu n'es pas là, c'est Amélie par-ci, Amélie par-là de la part de ton précieux coach et de ton petit ami parfait. Pauvre Valérie, coincée à la maison avec un travail sans avenir pendant que sa sœur devient une star du sport. Personne n'a parlé de moi, ai-je dit, confuse par son explosion. Je n'ai quasiment pas eu de nouvelles de vous depuis des mois. C'est ça, a ri amèrement Valérie. C'est pour ça que j'ai dû apprendre par Madame Leroy, la voisine, à quel point je devais être fier de ma sœur qui a réussi. C'est pour ça que les clients de la galerie me demandent si je suis de la famille de cette basketteuse et ont l'air déçus quand ils réalisent que je ne suis que l'assistante des ventes. La pièce est devenue tendue alors que Valérie continuait à déverser des années de jalousie refoulée. À mon grand choc, au lieu d'essayer de calmer la situation, mes parents ont commencé à prendre son parti. Tu as toujours eu une façon de tout ramener à toi, Amélie, a dit mon père, posant la boîte de la montre sur la table à côté du collier dédaigné de Valérie. Venir ici étaler ton succès, agissant comme si nous devions tous être reconnaissants pour ton attention et tes aumônes. Des aumônes, ai-je répété, stupéfaite par l'accusation. Ce sont des cadeaux. Je pensais que vous seriez heureux pour moi. Heureux que tu aies gâché des années dans une carrière qui sera terminée au moment où tu te blesseras, a ajouté ma mère. Heureux que tu vives un rêve irréaliste au lieu de construire quelque chose de stable et de significatif comme ta sœur a essayé de le faire? Je n'en croyais pas mes oreilles. Dans quel univers Valérie, qui avait abandonné ses études d'art et travaillait à temps partiel dans une galerie, était-elle la responsable? J'avais un diplôme, un contrat professionnel, une sécurité financière, et pourtant, j'étais toujours considéré comme la déception de la famille. Je voulais aussi vous dire que je prévois d'acheter une nouvelle maison, ai-je dit, essayant de ramener la conversation sur un terrain positif. Quelque chose d'assez grand pour nous tous si jamais vous vouliez venir nous voir ou même vous rapprocher de Lyon. C'était la mauvaise chose à dire. Le visage de Valérie s'est tordu de rage. Maintenant,
tu nous offres de nous acheter une maison comme si nous étions un cas de charité que tu peux résoudre avec ta nouvelle richesse. As-tu la moindre idée à quel point tu as l'air condescendante en ce moment? Ce n'est pas ce que je voulais dire, ai-je protesté, sentant la situation m'échapper. Je pensais juste que ce serait bien d'avoir un endroit où nous pourrions tous être ensemble plus souvent. Nous n'avons pas besoin de ton argent ni de ta pitié, a dit froidement mon père. Certains d'entre nous ont de la dignité. L'insinuation que je manquais de dignité parce que j'avais travaillé dur et réussi dans mon domaine de prédilection m'a fait l'effet d'une gifle. Je me suis levé, retenant mes larmes. Je ne suis pas venu ici pour me battre. Je suis venu partager quelque chose d'important avec les gens que je pensais être heureux pour moi. Clairement, je me suis trompé. Je me suis dirigé vers l'escalier, avec l'intention d'aller dans mon ancienne chambre pour me ressaisir avant de partir. Valérie m'a suivi, le visage rouge de colère. « Tu fais toujours ça » a-t-elle craché, sa voix s'élevant en un cri. « Tu joues la victime quand les choses ne vont pas dans ton sens. » Pauvre Amélie, si incomprise, si peu appréciée. « Je ne joue à rien » ai-je dit, la main sur la rampe. « J'ai juste besoin d'une minute seule. »« Seule ? Tu veux être seule ? » Très bien, a hurlé Valérie. Et avant que je puisse réagir, elle a posé ses deux mains sur mes épaules et m'a poussé en arrière de toutes ses forces. Le temps a semblé ralentir alors que je perdais l'équilibre. Je me souviens du regard de haine pure sur le visage de Valérie, du hoquet de Noé, du terrible moment d'apesanteur alors que je commençais à tomber. Ma tête a heurté le bord d'une marche avec un craquement écœurant et une douleur a explosé dans mon crâne. J'ai dévalé le reste des escaliers, mon corps heurtant chaque marche avec une force fracassante jusqu'à ce que je m'immobilise finalement en bas. Le monde devenant noir autour de moi. La dernière chose que j'ai entendue avant de perdre connaissance était la voix de ma mère, froide et distante. Elle l'a bien mérité. 3 mots qui allaient changer à jamais ma vision de ma famille. 3 mots qui ont confirmé ce que j'avais toujours soupçonné mais que je n'avais jamais voulu croire. Ils ne se contentaient pas de ne pas m'aimer, ils me souhaitaient activement du mal. Le bip régulier d'un moniteur cardiaque fut la première chose dont j'ai pris conscience. Le son pénétrait l'obscurité, me tirant vers la conscience une impulsion électronique à la fois. Mes paupières étaient incroyablement lourdes, comme si elles avaient été collées. Quand j'ai finalement réussi à les ouvrir, une lumière fluorescente crut à envoyer des poignards de douleur à travers mon crâne. Elle se réveille, a dit une voix de femme quelque part à ma droite. Allez chercher le docteur Alexandre. J'ai essayé de tourner la tête vers la voix, mais une minerve m'immobilisait. La panique a commencé à monter dans ma poitrine en réalisant que je ne pouvais pas bouger correctement. Essayez de ne pas bouger, a dit la femme, entrant dans mon champ de vision. Elle portait une blouse bleue, son badge l'identifiant comme Isabelle, infirmière. Vous avez eu un accident. Pas un accident, ai-je pensé. Ma sœur m'a poussé. Ma famille a regardé, mais ma gorge était trop sèche pour parler, et quand j'ai essayé, seul un croassement rauque est sorti. Tenez, a dit Isabelle, tenant une paille à mes lèvres. De petites gorgées. L'eau était la chose la plus délicieuse que j'ai jamais goûtée, rafraîchissant ma gorge desséchée. Après quelques gorgées, j'ai réessayé. Combien de temps, ai-je réussi à demander. Vous êtes inconsciente depuis 3 jours, a répondu Isabelle, son expression compatissante. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé? Avant que je puisse répondre, un grand homme en blouse blanche est entré dans la chambre, un presse-papier à la main. Mademoiselle Lefebvre, je suis le docteur Alexandre. Heureux de voir que vous êtes réveillée. Vous nous avez inquiétés. L'heure suivante a été un flot de questions, d'examens et d'informations dévastatrices. J'avais subi une commotion cérébrale grave, 3 côtes cassées, un poignet fracturé et un traumatisme à la colonne vertébrale. Le médecin était particulièrement préoccupé par la blessure à la colonne, expliquant qu'il pourrait y avoir des conséquences à long terme pour ma mobilité. Mobilité, ai-je répété, mon esprit pensant immédiatement au basket. Pourrais-je rejouer? L'hésitation du docteur Alexandre m'a tout dit avant même qu'il ne parle. Il est trop tôt pour faire des déclarations définitives. Vous aurez besoin de plusieurs mois de kinésithérapie, peut-être d'une intervention chirurgicale, selon l'évolution des choses. Les sports professionnels pourraient être hors de question pendant un certain temps, peut-être de manière permanente. Les mots m'ont frappé comme une autre chute dans les escaliers. Mon contrat, mon avenir, tout ce pourquoi j'avais travaillé, soudainement suspendu au plus mince des fils. J'ai fermé les yeux, retenant mes larmes.
Je dois appeler mon petit ami, ai-je dit, et mon coach. Ils doivent savoir ce qui s'est passé. Bien sûr, a acquiescé le docteur Alexandre. L'infirmière Isabelle vous apportera un téléphone. Mais d'abord, souhaitez-vous que nous contactions votre famille? Personne n'est encore venu vous voir, mais nous pouvons les joindre si vous nous donnez leurs coordonnées. Ces mots m'ont glacé. Personne n'était venu. Ni mes parents, ni mes frères et sœurs, personne de ma famille n'avait pris la peine de vérifier si j'étais vivante ou morte après avoir été poussée dans les escaliers dans leur propre maison. Ils savent ce qui s'est passé, ai-je dit doucement. Ils étaient là. Le docteur Alexandre et l'infirmière Isabelle ont échangé un regard rapide, et j'ai pu voir les questions non posées dans leurs yeux. Avant qu'ils ne puissent insister, j'ai demandé du temps seul, prétextant avoir besoin de repos. En réalité, j'avais besoin d'espace pour digérer cette nouvelle trahison, cette confirmation que l'indifférence de ma famille avait franchi la ligne de la cruauté active. Plus tard dans la soirée, l'infirmière Isabelle est revenue pour vérifier mes signes vitaux. Alors qu'elle ajustait ma perfusion, elle a hésité, puis a parlé à voix basse. Je ne devrais pas vous dire ça, mais j'ai pensé que vous devriez savoir. Votre famille est passée une fois, la première nuit où vous avez été admise. Ils n'ont pas demandé à vous voir. Ils voulaient juste récupérer vos effets personnels, votre téléphone, votre portefeuille, vos clés. La politique de l'hôpital exige que nous ne les remettions qu'à la famille. Je suis désolé. La révélation était comme un couteau se tordant dans ma plaie. Ils n'étaient pas venus pour prendre de mes nouvelles, pour voir si je me remettais, pour s'excuser. Ils étaient venus pour mes affaires, comme des vautours se jetant sur une carcasse. Merci de me l'avoir dit, ai-je murmuré, les larmes finissant par se libérer et couler sur mes joues. L'infirmière Isabelle m'a serré doucement la main avant de partir, et je me suis retrouvé à nouveau seul avec les bips des moniteurs et le poids écrasant de l'abandon. Le lendemain matin, la porte de ma chambre s'est ouverte brusquement, et Marc s'est précipité à l'intérieur, le visage pâle d'inquiétude. Quand il m'a vu, bandé et meurtri, branché à diverses machines, il s'est arrêté net, son expression passant de l'inquiétude à l'horreur. « Amélie » a-t-il soufflé, traversant la pièce en 3 longues enjambées et prenant délicatement ma main non blessée dans les siennes. « Mon Dieu, que s'est-il passé? J'essaie de t'appeler depuis des jours. » Le barrage a cédé, et tout est sorti dans un torrent de mots, de sanglots et de rage. Je lui ai raconté mon retour à la maison, les cadeaux, la jalousie de Valérie et la trahison de mes parents. Je lui ai parlé de la chute, du réveil seul, de l'apprentissage que ma famille n'était venue que pour prendre mes affaires. Marc a écouté en silence, stupéfait, sa prise sur ma main se resserrant à chaque nouveau détail. Quand j'ai fini, il tremblait littéralement de colère. « Je vais leur faire payer pour ça », a-t-il dit, sa voix basse et contrôlée, ce qui la rendait en quelque sorte plus effrayante que s'il avait crié. Ce n'était pas un accident. C'était une agression, et ils t'ont laissé ici pour mourir. Ils ont pris mon téléphone, ai-je réalisé soudainement. As-tu essayé de les appeler, toi aussi? Tous les jours depuis que tu as manqué notre appel de contrôle, a confirmé Marc. Ton numéro allait directement sur la messagerie vocale, et quand j'ai essayé chez tes parents, ton père a répondu une fois, m'a dit que tu n'étais pas là, puis ils ont cessé de décrocher. J'étais sur le point de déposer une déclaration de personne disparue quand l'hôpital m'a finalement contacté en utilisant les informations de contact d'urgence dans ton portefeuille qu'ils ont trouvé dans ta voiture. Ma voiture? Je l'avais oubliée, toujours garée dans l'allée de mes parents. Une autre propriété qu'ils essaieraient probablement de réclamer. Il y a autre chose, ai-je dit, hésitant à exprimer la pensée qui me hantait depuis ma conversation avec le docteur Alexandre. Le médecin dit que je ne pourrai peut-être plus jamais jouer. Le contrat, les lionnes, tout ce pour quoi nous avons travaillé, tout pourrait disparaître. L'expression de Marc s'est adoucie. Laisse-moi m'occuper du contrat. Pour l'instant, concentre-toi sur ta guérison. Nous nous occuperons du reste plus tard. Plus tard dans la journée, le coach Sophie est arrivée, ayant pris un vol de Lyon dès que Marc l'a appelée. Contrairement à Marc, elle n'a pas essayé de cacher sa colère. Ces gens ne sont pas ta famille, a-t-elle déclaré, arpentant le pied de mon lit. La famille ne fait pas ça les uns aux autres. En ce qui me concerne, ils sont morts pour nous. L'équipe parle déjà d'annuler le contrat, ai-je dit, exprimant ma plus grande peur. Marc a essayé de joindre la direction, mais personne ne répond à ses appels. Qu'ils essaient, a dit Sophie avec ferveur. Nous avons des options légales,
des options médicales. Ce n'est pas fini, Amélie. Loin de là. Au fil de la journée, alors que le choc initial commençait à s'estomper, une nouvelle émotion a commencé à prendre racine en moi, la détermination. La même détermination qui m'avait animé pendant des années d'entraînement, à l'université, à travers chaque obstacle sur mon chemin vers le basket professionnel. J'étais peut-être à terre, mais je n'étais pas hors jeu. Pas encore. Ce soir-là, l'infirmière Isabelle est revenue avec des nouvelles encore plus troublantes. J'ai vérifié vos documents d'admission, a-t-elle dit à voix basse. Les informations de votre assurance maladie ont été mal saisies, et lorsque nous avons essayé de les vérifier, nous avons découvert que votre couverture avait été annulée. Et elle a hésité. Il y a eu des retraits importants de votre compte bancaire ces 2 derniers jours. Le service financier de l'hôpital l'a signalé parce qu'ils essayaient de traiter une autorisation de paiement. Quoi? J'ai essayé de m'asseoir, grimaçant de douleur alors que celle-ci me transperçait les côtes. C'est impossible. Je suis la seule à avoir accès à ce compte. À moins que quelqu'un ait vos cartes et votre code PIN, a dit Marc d'un air sombre. Ou s'ils ont falsifié votre signature sur des bordereaux de retrait. Les pièces se sont assemblées avec une clarté écœurante. Mon portefeuille, mon téléphone, mes clés, tout en possession de personnes qui avaient déjà prouvé qu'elles me voulaient du mal. Des personnes qui connaissaient mes habitudes, mes mots de passe, peut-être même mes informations bancaires. Ils me volent, ai-je murmuré, la trahison atteignant de nouvelles profondeurs que je n'aurais pas cru possible. Après tout le reste, ils sont en train de me voler pendant que je suis à l'hôpital. La mâchoire de Marc s'est crispée. Je vais appeler la banque tout de suite. Gelez tes comptes, et ensuite j'appelle la police. Ça s'arrête aujourd'hui. Alors qu'il sortait pour passer les appels, je me suis allongé contre les oreillers, un calme étrange s'installant en moi. La douleur était toujours là, à la fois physique et émotionnelle, mais maintenant elle était accompagnée d'une résolution froide et claire. Ma famille avait enfin montré son vrai visage, sans l'ombre d'un doute. Il n'y aurait plus de recherche de leur approbation, plus d'espoir de réconciliation. Ils avaient fait leur choix, et maintenant je ferai le mien. Quand Marc est revenu, son expression m'a dit qu'il avait de mauvaises nouvelles. Les dégâts sont considérables, a-t-il dit. Ils ont vidé ton compte courant, maximisé tes cartes de crédit. Ils ont même essayé d'accéder à ton compte d'investissement, mais heureusement, cela nécessitait une vérification supplémentaire. Combien, ai-je demandé, ma voix ferme. Près de 80 000 € en tout. J'ai fermé les yeux, absorbant ce coup final. Puis je les ai rouverts, rencontrant directement le regard de Marc. Je veux porter plainte, ai-je dit. Contre tous. Valérie pour agression. Tous pour vol. Je veux qu'ils subissent les conséquences de leurs actes. Marc a hoché la tête, un sourire sombre se dessinant sur son visage. J'espérais que tu dirais ça. J'ai déjà un ami au bureau du procureur en attente. Alors que la nuit tombait et que les heures de visite prenaient fin, je me suis retrouvé à nouveau seul dans la chambre d'hôpital. Mais cette fois, la solitude était différente. Je n'étais pas abandonné. J'avais simplement dépassé les personnes toxiques qui prétendaient être ma famille. À leur place, j'avais trouvé un véritable soutien en Marc et Sophie, des personnes qui avaient tout laissé tomber pour être à mes côtés quand j'en avais besoin. Demain apporterait des médecins, des avocats, des rapports de police, et le début d'un long combat pour la justice et la guérison. Mais ce soir, malgré la douleur et l'incertitude, j'ai senti quelque chose d'inattendu s'agiter dans ma poitrine, la liberté. La liberté qui vient lorsqu'on accepte enfin une dure vérité et qu'on décide d'aller de l'avant sans le poids des faux espoirs et des attentes. Ma famille m'avait laissé seul dans le coma, mais je n'affronterais pas l'avenir seul. Et ils apprendraient bientôt que leurs actions avaient des conséquences. Des conséquences qu'ils n'avaient jamais imaginées lorsqu'ils m'ont laissé pour morte au bas de ces escaliers. Le lendemain matin, je me suis réveillé pour trouver Marc déjà dans ma chambre, ordinateur portable ouvert, bloc-notes rempli de notes. Il avait ce regard concentré que j'avais appris à reconnaître lors de ses cas les plus difficiles, celui qui signifiait qu'il construisait un dossier pièce par pièce méthodique. « Bonjour », a-t-il dit en remarquant que j'étais réveillé. « Comment te sens-tu » Comme si j'étais tombé dans les escaliers, ai-je répondu, tentant un faible sourire, mais prêt à me battre. « Que as-tu là » Les débuts de notre dossier contre ta famille, a-t-il dit, tournant l'ordinateur portable pour que je puisse voir l'écran. J'ai passé la moitié de la nuit à rassembler des preuves.
La bonne nouvelle, c'est que nous avons beaucoup de matière. Au cours de l'heure suivante, Marc m'a expliqué ce qu'il avait découvert. Mes parents n'avaient pas seulement retiré de l'argent de mes comptes, mais ils avaient aussi systématiquement examiné mes informations personnelles, contacté des créanciers, et même tenté d'accéder à mes comptes de messagerie. La banque a tout gelé et enquête sur les retraits frauduleux, a expliqué Marc. Tes cartes de crédit ont été annulées et nous avons entamé la procédure pour contester les frais qu'ils ont accumulés. Mais ce n'est que l'aspect financier. L'agression est l'accusation la plus grave et c'est là que nous devons concentrer notre attention. Le docteur Alexandre est arrivé pour sa tournée matinale, apportant à la fois de bonnes et de mauvaises nouvelles. La bonne, mes scanners cérébraux ne montraient aucun dommage permanent de la commotion. La mauvaise, le traumatisme de la colonne vertébrale était pire que prévu initialement et j'aurais certainement besoin d'une intervention chirurgicale pour éviter des complications à long terme. Et le basket ? Ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Les sports professionnels seront difficiles, sinon impossibles, après ce type de blessure, a-t-il confirmé doucement. Même avec le meilleur résultat possible de la chirurgie et de la rééducation, le niveau de stress physique que le basket professionnel impose à la colonne vertébrale causerait probablement de graves problèmes à l'avenir. J'ai hoché la tête, déglutissant difficilement. Quand puis-je subir l'opération ? Nous pouvons la programmer pour le début de la semaine prochaine. En attendant, nous devons commencer à renforcer ta force autant que possible. La kinésithérapie commencera demain. Juste quelques exercices doux pour prévenir l'atrophie musculaire. Après le départ du docteur Alexandre, je me suis tourné vers Marc. Les larmes me montaient aux yeux, mais la détermination dans ma voix. Ils ne m'ont pas seulement blessé. Ils ont volé ma carrière, mon avenir, tout ce pour quoi j'ai travaillé, disparu en un instant parce que Valérie ne supportait pas de me voir réussir. Je sais, a dit Marc en me prenant la main. Et nous allons leur faire payer pour chaque parcelle de cela. Sophie est déjà en pourparlers avec la direction de l'équipe. Il pourrait y avoir des options pour toi avec les Lions, même si tu ne peux pas jouer. Des postes d'entraîneur, de développement des talents, du travail administratif. Rien n'est encore décidé. Plus tard cet après-midi-là, l'inspecteur Leclerc de la police de Bordeaux est arrivé pour prendre ma déposition. C'était un homme sérieux avec des yeux bienveillants, le genre qui avait tout vu mais ne s'était pas laissé endurcir complètement. Je veux être clair sur ce que vous alléguez, a-t-il dit après que j'ai fini de raconter les événements. Vous dites que votre sœur vous a délibérément poussé dans les escaliers avec l'intention de causer des lésions corporelles graves et que vos parents n'ont pas seulement manqué de vous chercher des soins médicaux immédiats, mais ont aussi par la suite volé vos biens personnels et vos actifs financiers. Oui, ai-je confirmé. Et il y a des témoins. Mon frère Noé était là. Il a tout vu. L'inspecteur Leclerc a pris une note. Nous interrogerons toutes les parties impliquées. Avez-vous d'autres preuves pour étayer vos affirmations ? Marc a pris la parole. Nous avons les relevés bancaires et de cartes de crédit montrant des transactions non autorisées après l'hospitalisation d'Amélie. Nous avons également les dossiers hospitaliers montrant que les membres de la famille ont récupéré ses effets personnels mais ne se sont pas enquis de son état. Cela établit le vol. L'inspecteur a hoché la tête. L'agression est plus délicate sans preuve directe ou témoin coopératif. Il y a peut-être autre chose, ai-je dit. Un souvenir refaisant soudainement surface. Madame Leroy, notre voisine. Sa caméra de sécurité est pointée vers notre porte d'entrée. Si elle enregistrait cette nuit-là, elle a peut-être capturé Valérie et moi à travers la fenêtre. L'expression de l'inspecteur Leclerc s'est légèrement éclaircie. C'est très utile. Nous allons examiner cela immédiatement. Après son départ, Marc a passé quelques appels pour suivre la piste de la vidéo de sécurité. À notre grande surprise et soulagement, Madame Leroy non seulement avait la vidéo, mais était impatiente d'aider. Elle avait toujours été gentille avec moi, assistant souvent à mes matchs de lycée quand mes propres parents ne prenaient pas la peine. Elle dit que la caméra a définitivement filmé la façade de votre maison, y compris des parties de l'entrée visibles à travers la fenêtre latérale, a rapporté Marc après lui avoir parlé. Elle donne la vidéo à la police en ce moment même. Une autre preuve inattendue a émergé lorsque Marc examinait mes affaires récupérées. Mon téléphone, que ma famille avait pris, mais que la police avait retrouvé lors de son enquête initiale, avait enregistré de l'audio au moment de l'incident. Tu as dû déclencher accidentellement l'application de mémo vocal avant le début de la dispute, a expliqué Marc, sa voix remplie d'une excitation contenue alors qu'il me faisait écouter l'enregistrement.
La qualité n'était pas parfaite, mais c'était assez clair pour entendre les accusations colériques de Valérie, le rejet froid de mon succès par mes parents, et enfin le moment crucial. Tu fais toujours ça. Tu joues la victime quand les choses ne vont pas dans ton sens. Pauvre Amélie. Si incomprise, si peu appréciée. Je ne joue à rien. J'ai juste besoin d'une minute seule. Seule? Tu veux être seule? Très bien. Puis sont venus les bruits de la lutte, mon cri alors que je tombais, les terribles coups sourds de mon corps heurtant chaque marche, et enfin, le plus accablant, la voix froide de ma mère. Elle l'a bien mérité. Suivi de la réponse tout aussi glaçante de mon père. Prends son portefeuille et son téléphone. Nous avons besoin de ces cartes et de ces mots de passe avant que quelqu'un d'autre ne s'en mêle. L'enregistrement a continué pendant plusieurs minutes, capturant leur discussion sur la façon d'accéder à mes comptes et ce qu'il fallait dire aux gens sur mon absence. C'est mieux que n'importe quel témoin, a dit Marc, les yeux écarquillés. C'est eux dans leurs propres mots, non seulement manquant de vous aider après l'agression, mais planifiant activement de vous voler pendant que vous étiez inconsciente. Avec l'enregistrement audio et la vidéo de sécurité de Madame Leroy, l'inspecteur Leclerc a pu agir rapidement. Des mandats d'arrêt ont été émis contre Valérie pour agression aggravée et contre mes parents pour vol, fraude et négligence criminelle. Tandis que la machine judiciaire se mettait en marche, je me suis concentré sur ma guérison physique. Les jours se sont fondus dans une routine de gestion de la douleur, de séances de kinésithérapie et de préparatifs pour mon intervention chirurgicale à venir. Sophie partageait son temps entre l'hôpital et les réunions avec la direction des Lyonnes de Lyon, se battant pour sauver ce qu'elle pouvait de mon contrat. Ils sont sensibles à votre situation, a-t-elle rapporté après une réunion particulièrement longue. Ils explorent des options pour un contrat modifié qui inclurait un poste au sein de l'organisation pendant votre convalescence, avec la possibilité d'activer le contrat de joueuse si vous êtes en mesure de revenir sur le terrain. C'était la nouvelle la plus encourageante que j'avais entendue depuis mon réveil à l'hôpital. Un minuscule rayon de lumière dans l'obscurité qui avait enveloppé ma vie. 5 jours après avoir repris connaissance, alors que je terminais une séance de kinésithérapie, l'infirmière Isabelle s'est précipitée dans la chambre, l'air alarmé. « Votre famille est là », a-t-elle dit dans un murmure pressé. « Tous. Ils exigent de vous voir, disant qu'il y a eu un malentendu au sujet de l'enquête policière. La sécurité essaie de les retenir dans le hall, mais ils font une scène. » Mon rythme cardiaque a bondi. Le moniteur à côté de mon lit, bipant en réponse à mon stress soudain. Marc, qui était assis dans le coin à réviser des documents juridiques, s'est levé instantanément. « Ils n'ont aucun droit d'être ici », a-t-il dit, sortant déjà son téléphone. « Je vais appeler l'inspecteur Leclerc. Ne les laissez pas approcher de cette chambre. » Mais alors même qu'il parlait, des voix fortes se sont fait entendre dans le couloir, de plus en plus fortes à mesure qu'elles approchaient. Le ton autoritaire de mon père, l'indignation aiguë de ma mère, les accusations colériques de Valérie. « C'est notre fille. Nous avons tout à fait le droit de la voir. C'est tout un malentendu. Amélie est confuse à cause de ses médicaments. Elle ment surtout. Je ne l'ai jamais poussée. » Les voix étaient juste devant ma porte maintenant, et je me suis retrouvé à me recroqueviller contre les oreillers, une peur authentique me parcourant. Ces gens, ces étrangers qui partageaient mon sang, avaient déjà montré à quel point ils accordaient peu de valeur à ma vie. Que feraient-ils s'ils entraient dans ma chambre? Au moment où la poignée de la porte commençait à tourner, une nouvelle voix s'est jointe à la cacophonie dans le couloir, calme, mais portant une autorité indéniable. Christian Lefebvre, Sylvie Lefebvre, Valérie Lefebvre. Je suis l'inspecteur Leclerc de la police de Bordeaux. Je crois que vous êtes déjà au courant de l'ordonnance restrictive vous interdisant de contacter Amélie Lefebvre. Je vais devoir vous demander à tous de vous éloigner de cette porte immédiatement. Le silence qui a suivi était assourdissant. Puis sont venus les sons de protestation, rapidement interrompus par la réponse pragmatique de l'inspecteur. Vous pouvez soit partir volontairement, soit partir menotté pour violation d'une ordonnance du tribunal. C'est votre choix, mais vous avez environ 10 secondes pour décider. D'autres murmures de colère, le bruit de pas qui s'éloignaient, puis un léger coup à ma porte. Mademoiselle Lefebvre, c'est l'inspecteur Leclerc. Votre famille est escortée hors des lieux. Puis-je entrer? Quand j'ai donné ma permission, il est entré, suivi d'un officier en uniforme qui est resté près de la porte. L'expression de l'inspecteur était un mélange de préoccupation professionnelle et de sympathie personnelle. « Est-ce que ça va ?
a-t-il demandé. J'ai hoché la tête, bien que mes mains tremblent encore. Merci d'être arrivé si vite. Heureusement, j'étais déjà en route pour vous tenir au courant, a-t-il expliqué. Nous avons terminé notre enquête et le procureur a décidé de poursuivre toutes les charges. Votre famille sera formellement mise en examen la semaine prochaine. Étant donné ce qui vient de se passer ici, je ne serais pas surpris que le juge refuse la caution, du moins pour votre sœur. C'était une petite victoire, mais une victoire importante. Ma famille ferait face aux conséquences de ses actes, serait tenue responsable d'une manière qu'elle n'avait probablement jamais connue auparavant. Alors que l'inspecteur partait, promettant de poster un officier devant ma chambre pour le reste de mon séjour à l'hôpital, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions. Le soulagement que le danger immédiat soit passé, la satisfaction que la justice soit rendue, mais aussi une profonde tristesse pour ce qui aurait pu être, pour la famille aimante que j'avais toujours voulu mais que je n'avais jamais eue. Marc est retourné à mon chevet, me prenant la main. C'est presque fini, a-t-il dit doucement. Bientôt, ils ne pourront plus te faire de mal. Ce ne sera jamais fini, ai-je répondu, la réalité de ma situation pesant lourdement sur mes épaules. C'est toujours ma famille. Les gens qui m'ont élevé, les gens qui étaient censés m'aimer. Comment puis-je jamais surmonter ça? En construisant quelque chose de mieux, a-t-il dit fermement. En t'entourant de personnes qui se soucient vraiment de toi, qui te soutiennent, qui célèbrent tes succès au lieu de les jalouser. En créant une nouvelle famille, une famille basée sur l'amour et le respect plutôt que sur le sang. En le regardant, cet homme qui avait tout laissé tomber pour être à mes côtés, qui se battait pour moi avec toutes les ressources à sa disposition, j'ai réalisé que j'avais peut-être déjà commencé à construire cette nouvelle famille, et que peut-être, malgré tout ce que j'avais perdu, c'était quelque chose qui valait la peine de s'y accrocher. Le jour de la mise en examen est arrivé 6 semaines après ma chute. J'avais subi une intervention chirurgicale à la colonne vertébrale 2 semaines plus tôt, et bien que l'opération ait été un succès, j'étais encore faible et souffrais considérablement. Les médecins avaient déconseillé ma présence au tribunal, préoccupés par la tension physique et le stress émotionnel que cela imposerait à mon corps en convalescence, mais j'étais déterminé à être là, à regarder ma famille dans les yeux alors qu'elle faisait face aux conséquences de ses actes. Ce n'était pas une question de vengeance, me disais-je. C'était une question de me défendre, de refuser d'être une victime plus longtemps. Tu es sûr de vouloir faire ça, a demandé Marc ce matin-là alors qu'il m'aidait à m'installer dans le fauteuil roulant qui serait mon aide à la mobilité pour un avenir prévisible. Personne ne te reprocherait de suivre les débats à distance. J'ai besoin d'être là, ai-je insisté. J'ai besoin qu'ils me voient, qu'ils sachent qu'ils ne m'ont pas brisé, même s'ils ont fait de leur mieux. La salle d'audience était bondée à notre arrivée. La nouvelle de l'affaire avait fuité dans la presse, l'histoire d'une athlète professionnelle trahie par sa propre famille, trop sensationnelle pour être ignorée. Les flashs des appareils photo crépitaient alors que Marc me poussait dans l'allée centrale jusqu'à notre place à côté de la procureure, l'adjointe du procureur, Gillian Carter. « Êtes-vous prête pour ça ?» a-t-elle demandé doucement, son expression sympathique mais professionnelle. « Ils seront tous là, et leurs avocats essaieront probablement de vous dépeindre comme l'agresseur ou de suggérer que la chute était un accident que vous exploitez à des fins financières. Je suis prête, les jeux assurés, bien que mon cœur batte la chamade. Nous avons les preuves. La vérité est de notre côté. » La porte latérale s'est ouverte et 3 silhouettes ont été introduites par les huissiers de justice. Mes parents et Valérie, tous vêtus de vêtements conservateurs qui ne parvenaient pas tout à fait à cacher la colère et le ressentiment dans leurs expressions. Ils semblaient plus petits, en quelque sorte moins intimidants que dans mon souvenir. Juste des gens ordinaires qui avaient fait une chose extraordinairement terrible. Alors qu'ils prenaient place à la table de la défense, leurs yeux ont balayé la salle d'audience, pour finalement se poser sur moi. Le visage de mon père s'est durci. Le regard de ma mère a glissé, incapable ou peu disposé à maintenir le contact visuel. Mais Valérie m'a regardé directement, son expression un mélange de défi et d'autre chose, quelque chose qui aurait presque pu être de la peur. Les débats ont commencé par la lecture formelle des chefs d'accusation. Valérie était accusée d'agression aggravée, tandis que mes parents faisaient face à des accusations de vol, de fraude, de négligence criminelle et de complot. Tous 3 ont plaidé non coupable, comme prévu. La procureure a présenté les preuves que nous avions rassemblées, la vidéo de sécurité de la caméra de Madame Leroy, qui montrait clairement Valérie me poussant à travers la fenêtre. L'enregistrement audio de mon téléphone capturant non seulement l'agression,
mais aussi la réponse insensible de mes parents et leur planification ultérieure pour voler mes biens. Les relevés bancaires montrant les retraits et les frais frauduleux. Les dossiers hospitaliers documentant mes blessures et le comportement de ma famille. Tout au long de la présentation, j'ai observé les visages de ma famille. Mon père a conservé une expression stoïque, bien que sa mâchoire se soit crispée de manière notable lorsque l'enregistrement audio a été diffusé. Ma mère s'est tamponnée les yeux avec un mouchoir, jouant le rôle du parent affligé, bien qu'elle n'ait montré aucune préoccupation de ce genre lorsque j'étais réellement blessé. Le défi de Valérie s'est progressivement effrité à mesure que les preuves s'accumulaient, remplacé par une panique croissante alors que la réalité de sa situation devenait claire. Leurs avocats de la défense ont fait de leur mieux, suggérant que la poussée était une réaction impulsive dans une dispute familiale qui avait mal tourné, que mes parents n'avaient pris mes affaires que pour les garder en sécurité, que toute la situation était montée en épingle. Mais leurs arguments semblaient faibles et désespérés face à des preuves aussi accablantes. Au fur et à mesure de l'audience, la porte de la salle d'audience s'est ouverte discrètement et une silhouette familière s'est glissée à l'intérieur, prenant place au dernier rang. Charles Moreau, président des Lions de Lyon, l'homme qui m'avait serré la main et m'avait accueilli dans l'équipe il y a ce qui semblait être une éternité. Il a hoché la tête gravement lorsqu'il a croisé mon regard, sa présence un témoignage silencieux de soutien qui signifiait plus que les mots ne pouvaient l'exprimer. Lorsqu'il a été question d'examiner la caution, l'adjointe du procureur Carter a plaidé avec force contre. Votre honneur, les accusés ont déjà démontré une volonté de nuire à la victime et d'exploiter son état de vulnérabilité à des fins financières. Ils ont tenté de violer l'ordonnance restrictive en forçant leur entrée dans sa chambre d'hôpital. Ils représentent une menace continue pour sa sécurité et sa guérison. À ma grande surprise, le juge a été d'accord, refusant la caution pour les 3 accusés. Ils resteraient en détention jusqu'au procès, un processus qui pourrait prendre des mois. Alors que les huissiers se déplaçaient pour les emmener, mon père m'a finalement regardé directement, son expression un mélange de colère et de quelque chose qui aurait pu être de la honte. Puis son regard s'est déplacé vers le fond de la salle d'audience où Charles Moreau était assis, et son visage est devenu pâle. « Oh mon Dieu, c'est Charles Moreau !» s'est-il exclamé assez fort pour que toute la salle l'entende. Le président des Lions de Lyon est ici. L'explosion a provoqué un remue-ménage dans la salle d'audience, les têtes se tournant pour voir le dirigeant sportif. Mon père semblait soudain réaliser toutes les implications de ce que lui et le reste de ma famille avaient fait, non seulement à moi personnellement, mais à ma carrière, à ma relation avec une franchise sportive majeure, à mon avenir. Ma mère, suivant son regard, a eu le souffle coupé et a même vacillé, nécessitant l'aide d'un huissier pour la stabiliser. Valérie avait l'air d'être sur le point de vomir, la couleur quittant son visage alors que l'ampleur de ses actions la frappait enfin. Pendant un instant, nos regards se sont croisés à travers la salle d'audience. Et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu dans son expression auparavant, un regret sincère. Pas pour s'être fait prendre, pas pour les conséquences auxquelles elle faisait face, mais peut-être, juste peut-être, pour ce qu'elle avait fait à sa sœur. Alors qu'ils étaient emmenés, Marc m'a doucement serré l'épaule. « C'est fini », a-t-il dit doucement. Du moins cette partie. Mais je savais que ce n'était pas vraiment fini. Le procès m'attendait encore, et au-delà, la longue route de la guérison physique, de la reconstruction de ma vie et de ma carrière à partir des morceaux brisés que ma famille avait laissés derrière elle. Pourtant, pour la première fois depuis mon réveil dans ce lit d'hôpital, j'ai ressenti un sentiment de clôture, d'un chapitre se terminant et d'un nouveau commençant. Une fois la salle d'audience vidée, Charles Moreau s'est approché de l'endroit où Marc et moi attendions. « Mademoiselle Lefebvre », a-t-il dit formellement, tendant la main. « Au nom de l'organisation des Lions de Lyon, je tiens à vous exprimer notre plein soutien pendant cette période difficile. Merci d'être venu, ai-je dit, sincèrement touché par le geste. Je sais que l'équipe doit reconsidérer le contrat après ma blessure. En fait, a-t-il répondu, un petit sourire se formant. C'est en partie pour cela que je suis ici. L'organisation a suivi votre situation de près et nous avons pris une décision. Bien que votre carrière de joueuse soit en suspens pour le moment, nous aimerions vous offrir un poste d'entraîneur adjoint au développement des joueuses, avec une couverture médicale complète et une version modifiée de votre contrat initial. Si et quand vous serez en mesure de retourner sur le terrain, la porte sera ouverte. L'offre était si inattendue, si généreuse que pendant un instant, je n'ai pas pu parler. Après tout ce qui s'était passé, après la trahison, la perte et la douleur, voici un geste de foi en mon avenir, en mes capacités, en ma valeur en tant que personne et professionnelle. Je ne sais pas quoi dire, ai-je finalement réussi à dire,
les larmes me montant aux yeux. Dites oui, m'a encouragé Charles. Les Lyon ont besoin de gens comme vous, Amélie. Des gens avec de la détermination, du cœur, avec la capacité de surmonter l'adversité. Ces qualités ne disparaissent pas simplement parce que vous ne pouvez pas jouer en ce moment. Alors oui, ai-je dit, un sourire perçant à travers les larmes. Absolument oui. En quittant le palais de justice, des journalistes se sont agglutinés au bas des marches, les flashs des appareils photo crépitants, les microphones tendus. Marc a commencé à diriger mon fauteuil roulant vers une sortie latérale pour les éviter, mais j'ai posé la main sur son bras. Non, ai-je dit doucement. Je veux leur parler. Je veux raconter mon histoire avec mes propres mots. Il a hésité, puis a hoché la tête, comprenant que cela faisait partie de mon processus de guérison, une partie de la réappropriation de mon récit de ceux qui avaient tenté de le détruire. En nous approchant de la presse, je me suis redressé dans mon fauteuil roulant autant que ma colonne vertébrale en guérison le permettait, j'ai levé le menton et je me suis préparé à affronter le monde selon mes propres termes. Non plus défini par la famille qui m'avait trahi, mais par la force que j'avais trouvée en survivant à cette trahison. 18 mois peuvent tout changer. C'est ce que je n'arrêtais pas de penser en roulant sur le terrain pour la première fois depuis la chute. Pas en tant que joueuse, pas encore, mais en tant que coach Amélie Lefebvre, entraîneur adjoint au développement des joueuses pour les Lionnes de Lyon. Le chemin jusqu'à ce moment avait été plus long et plus difficile que tout ce que j'avais affronté auparavant. 3 opérations de la colonne vertébrale. D'innombrables heures de kinésithérapie. Des jours où la douleur était si intense que je ne pouvais pas sortir du lit. Des nuits où les cauchemars de la chute, de la trahison, de l'abandon me réveillaient en hurlant. Mais il y avait eu des progrès aussi. Passer du fauteuil roulant au déambulateur, du déambulateur aux béquilles, des béquilles à une canne. Et finalement, le mois dernier, faire mes premiers pas sans aide depuis plus d'1 an. Des petits pas tremblants, mais les miens. Le procès s'était conclu 6 mois après la mise en examen. Valérie a été condamnée à 5 ans pour agression aggravée avec possibilité de libération conditionnelle après 3 ans. Mes parents ont reçu 3 ans chacun pour leurs crimes, ainsi que des ordonnances de restitution pour l'argent qu'ils avaient volé. La compensation financière ne signifiait rien pour moi, mais la reconnaissance de leurs méfaits, le dossier public de ce qu'ils avaient fait, signifiait tout. Je n'avais parlé à aucun d'entre eux depuis ce jour au tribunal. Ma mère avait écrit plusieurs lettres de prison, remplies d'apitoiements sur soi et d'accusations à peine voilées selon lesquelles j'avais en quelque sorte orchestré leur chute. J'ai arrêté de les lire après la 3e. Mon père n'avait pas du tout cherché à me contacter, sa fierté l'empêchant apparemment même une tentative de réconciliation peu sincère. Mais Noé m'avait surprise. Mon jeune frère, qui avait été présent lors de l'agression mais n'y avait pas participé, qui n'avait pas pris la parole pour me défendre mais ne s'était pas non plus joint au vol, m'avait contacté par l'intermédiaire de Marc 6 mois après le procès. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon », avait-il écrit. « Je suis resté là sans rien faire pendant qu'il te faisait du mal. J'étais un lâche, mais je veux que tu saches que j'essaie d'être meilleur. J'ai coupé les ponts avec maman, papa et Valérie. Je vois un thérapeute pour comprendre pourquoi j'ai toléré leur traitement envers toi pendant si longtemps. Je ne m'attends pas à ce que tu m'accueilles de nouveau dans ta vie, mais j'avais besoin que tu saches que je suis désolé. Vraiment désolé. » Je n'avais pas répondu immédiatement, incertaine si je pouvais ou devais laisser un membre de ma famille de sang revenir dans ma vie. Mais finalement, après en avoir discuté avec Marc et mon propre thérapeute, j'ai accepté une rencontre soigneusement supervisée dans un lieu neutre. Noé avait été nerveux, tripotant sa tasse de café, incapable de me regarder dans les yeux au début. Il avait l'air plus âgé, plus usé que ses 24 ans ne l'auraient dû. « Je ne sais pas par où commencer pour m'excuser », avait-il dit, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Alors ne le fais pas », avais-je répondu, sans méchanceté. « Dis-moi juste pourquoi. Pourquoi me détestait-il tant? Pourquoi as-tu suivi le mouvement ?» La conversation qui a suivi a été douloureuse mais nécessaire. Noé a expliqué comment nos parents avaient toujours favorisé Valérie, comment son besoin constant d'attention et de validation avait façonné notre dynamique familiale depuis le début. Comment lui, en tant que plus jeune, avait appris très tôt que se ranger du côté de Valérie et de nos parents était la voie de la moindre résistance. « Il ne s'agissait jamais de toi », avait-il dit. Pas vraiment. Il s'agissait d'eux, de leurs insécurités, de leur vision tordue du monde. Valérie ne supportait pas que tu sois réellement talentueuse, réellement réussie par tes propres mérites, alors qu'on lui avait dit toute sa vie qu'elle était spéciale, mais qu'elle n'avait jamais réussi à le prouver.
Et maman et papa ne supportaient pas que tu aies réussi sans leur aide, que tu n'aies pas besoin d'eux comme Valérie. Je ne lui avais pas pardonné ce jour-là, ni la fois suivante où nous nous sommes rencontrés, ni la fois d'après. Le pardon, j'avais appris, n'était pas une seule décision, mais un processus qui exigeait du temps et des efforts des deux côtés. Mais je l'avais autorisé à revenir dans ma vie, de manière limitée. Et avec le temps, nous avions commencé à construire quelque chose de nouveau, quelque chose d'hésitant, mais potentiellement réel. Marc avait été mon roc à travers tout cela. Il avait déménagé à Lyon avec moi lorsque j'avais accepté le poste d'entraîneur, créant une nouvelle succursale de son cabinet d'avocat là-bas. Notre relation s'était approfondie à travers la crise, forgée dans le feu de la lutte partagée. Il y a 6 mois, il m'avait demandé en mariage et j'avais dit oui sans hésitation. Sophie était également restée une présence constante, servant de mentor dans mon nouveau rôle d'entraîneur, me guidant à travers la transition de joueuse à enseignante. C'est elle qui avait suggéré que je pourrais éventuellement recommencer à jouer, peut-être pas au niveau professionnel, mais d'une manière ou d'une autre. Le corps se souvient, m'avait-elle dit lors d'une séance de thérapie particulièrement difficile où je luttais pour réapprendre des mouvements qui avaient autrefois été aussi naturels que la respiration. Et le cœur aussi. Tu es toujours une athlète, Amélie, que tu remettes un jour les pieds sur un terrain professionnel ou non. L'organisation des Lionnes de Lyon avait tenu parole, honorant leur engagement envers moi, même alors que les mois de convalescence s'étiraient en une année, puis au-delà. Charles Moreau était devenu une sorte de figure paternelle, prenant régulièrement de mes nouvelles, toujours avec une préoccupation sincère plutôt qu'une obligation d'entreprise. Et maintenant, me voici, sur le terrain à nouveau. Les jeunes joueuses que j'étais chargé d'entraîner s'échauffaient, inconscientes de l'importance de ce moment pour moi. Pour elles, j'étais juste le coach Lefebvre, la jeune assistante à l'expression sérieuse et à la légère claudication. Alors que je les regardais s'entraîner, offrant des conseils occasionnels sur la forme ou la stratégie, j'ai ressenti un étrange sentiment de paix s'installer en moi. Ce n'était pas l'avenir que j'avais imaginé pour moi-même toutes ces années auparavant, m'entraînant seul sous la pluie. Mais c'était un avenir néanmoins, un avenir avec un but et un sens, un avenir que j'avais durement combattu pour créer à partir des cendres de la trahison. Ce voyage m'avait appris beaucoup de choses, mais la plus importante était peut-être celle-ci, la famille n'est pas définie par le sang. Elle est définie par l'amour, par le soutien, par les personnes qui se tiennent à vos côtés dans vos moments les plus sombres et qui croient en vous lorsque vous ne pouvez plus croire en vous-même. Marc, Sophie, Charles, les coéquipières qui m'avaient rendu visite à l'hôpital, les kinésithérapeutes qui avaient célébré chaque petite victoire avec moi. C'était ma vraie famille. Coach Lefebvre s'est approché l'une des recrues, un ballon à la main, interrompant mes pensées. Pourriez-vous me montrer à nouveau ce mouvement? Celui où vous déplacez votre poids pour créer de l'espace pour le tir? J'ai souri, prenant le ballon de ses mains. Mes mouvements étaient plus lents qu'autrefois, plus délibérés, mais la mémoire musculaire était toujours là, la connaissance toujours intacte. Comme ça, ai-je démontré, sentant le rythme familier du jeu couler en moi. Tout est une question de timing et de confiance, de croire en soi-même quand personne d'autre ne le fait. La jeune joueuse a hoché la tête, son expression sérieuse alors qu'elle essayait d'imiter mes mouvements. Je l'ai regardée, offrant des corrections, des encouragements, les choses que j'avais autrefois désirées mais jamais reçues de ma propre famille. Plus tard ce soir-là, alors que Marc et moi étions assis sur le balcon de notre appartement surplombant la skyline de Lyon, j'ai partagé ces pensées avec lui. Je pense que je suis enfin en paix avec ce qui s'est passé, ai-je dit, regardant le soleil se coucher sur la ville qui était devenue notre maison. Pas parce que j'ai oublié ou parce que ça ne fait plus mal parfois, mais parce que je peux voir maintenant que ça m'a mené ici, à cette vie, à ces gens, à toi. Il a pris ma main, son expression douce dans la lumière déclinante. Tu sais ce qui m'étonne chez toi? Ce n'est pas que tu aies survécu à ce qu'ils t'ont fait. C'est que tu as refusé de te laisser définir par ça. Tu as pris toute cette douleur et tu l'as transformée en quelque chose de beau. Pas seul, lui ai-je rappelé. Je n'aurais jamais pu le faire seul. Personne ne devrait avoir à le faire, a-t-il convenu. C'est ça l'idée, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas censés affronter les défis de la vie en isolement. Nous sommes censés nous élever les uns les autres, être meilleurs ensemble que nous ne pourrions jamais l'être séparément. Alors que l'obscurité tombait et que les lumières de la ville commençaient à scintiller comme des étoiles terrestres, j'ai pensé à la longue route qui m'avait amené ici, à la famille que j'avais perdue et à la famille que j'avais trouvée. J'ai pensé aux jeunes joueuses que j'entraînais maintenant, à la possibilité qu'un jour je puisse aider quelqu'un d'autre à trouver son chemin, sa force, sa voie.
La douleur de la trahison ferait toujours partie de mon histoire, une cicatrice qui ne s'effacerait jamais complètement. Mais ce n'était plus toute l'histoire, plus le chapitre déterminant. C'était simplement une pièce d'un récit plus vaste, un récit qui continuait de se dérouler d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Et à ce moment-là, regardant la nuit s'installer sur Lyon, ma main dans celle de Marc, mon avenir s'étendant devant moi avec des possibilités que je commençais seulement à explorer, j'ai su que je n'avais pas simplement survécu à la trahison de ma famille. Je l'avais transcendée.